Ant-Man est un super-héros qui a la capacité incroyable de devenir tout petit et d'atteindre même la taille d'une fourmi. Alors son nom l'indique en anglais, Ant-Man, c'est-à-dire l'homme-fourmi. Cette capacité lui est due à un dispositif qui est inventé par le professeur Hank Pym. Alors l'idée qu'un héros puisse se retrouver à une taille microscopique pour explorer le monde de façon très différente de nos sens habituels, elle n'est pas nouvelle en littérature ou au cinéma, bien sûr. On la retrouve par exemple dans Les Voyages de Gulliver, mais aussi dans d'autres super-héros comme The Atom, qui est aussi capable de devenir lui la taille d'un atome encore plus petit, ou alors dans la fameuse œuvre de Richard Matheson qui s'appelle L'homme qui rétrécit. L'idée physique qui est à la base du dispositif inventé par le docteur Hank Pym est que le monde des atomes est très lacunaire. La taille d'un atome se chiffre en dixièmes de milliardièmes de mètre, quand le noyau de l'atome, qui est en son centre et autour duquel orbitent les électrons, se chiffre plutôt en millionièmes de milliardièmes de mètre, 100 000 fois plus petit. Le rapport de taille entre l'atome et le noyau de l'atome fait qu'il reste, semble-t-il, une place qui pourrait permettre de rapprocher les électrons du noyau et donc ainsi de diminuer la taille de l'atome et donc de diminuer la taille de Ant-Man. Est-il possible de diminuer la taille d'un atome, comme le prétend le docteur Hank Pym ? Pour répondre à cette question, il faut rentrer un peu dans le détail de la structure d'un atome et de sa modélisation. Comme on l'a dit tout à l'heure, un atome est constitué d'un noyau qui contient toute la masse et dont la charge électrique est positive, et d'électrons qui orbitent autour du noyau et dont la charge électrique est négative. Ces deux charges électriques interagissent par le biais de l'interaction électrostatique. Elles s'attirent ces charges, elles s'attirent entre elles, et on pourrait décrire le noyau d'un atome et ses électrons, donc l'atome dans son ensemble, un peu à la manière d'un système planétaire avec le Soleil et les planètes qui orbitent autour du Soleil. En réalité, ce modèle est un peu fautif parce qu'il faut savoir aussi qu'une charge électrique accélérée, comme le sont les électrons en orbite autour du noyau, rayonne de l'énergie. Et si l'électron rayonne de l'énergie, cela a deux conséquences. La première, c'est qu'il doit se rapprocher du noyau et s'effondrer sur celui-ci, et que la matière doit rayonner de la lumière. On constate que la matière ordinaire qui nous entoure ne s'effondre pas et ne rayonne pas spontanément cette quantité d'énergie considérable résultant de l'effondrement. Il faut donc changer de modèle, comprendre pourquoi la matière est stable. Pour comprendre la stabilité des atomes, il faut invoquer une nouvelle physique qui a été mise au point au début du XXe siècle, la physique quantique. Dans le cadre de cette nouvelle physique, un objet quantique, comme un électron, ne peut pas être confiné dans un volume aussi petit que l'on veut sans augmenter considérablement sa vitesse. C'est ce que l'on appelle le principe d'indétermination de Heisenberg. Dans le cas d'un électron autour du noyau, orbitant autour du noyau, et s'effondrant sur le noyau, le volume disponible va diminuer et son énergie cinétique, son énergie de mouvement, va augmenter considérablement. Tout calcul fait, on montre que la taille d'un atome n'est pas quelconque et résulte d'un compromis entre l'énergie cinétique de l'électron et l'énergie de liaison de l'électron avec le noyau, c'est-à-dire son énergie d'interaction électrostatique par les charges électriques. Au final, on montre que la taille d'un atome dans son état fondamental, à l'état naturel finalement, n'est pas quelconque et elle est de l'ordre du dixième de milliardième de mètre. On l'aura compris, le dispositif du docteur Hank Pym ne fonctionne pas vraiment. Alors néanmoins, imaginons que l'on soit capable de réduire la taille d'un atome d'un facteur 1000, de sorte qu'un humain de l'ordre du mètre finisse en une petite fourmi de l'ordre du millimètre. Si l'on est capable de faire ceci, on le fait en conservant la masse de l'humain. Autrement dit, la fourmi humaine, Ant-Man, a une masse égale à la masse de l'humain qu'il était avant la transformation. 70, peut-être 75 kg. Et du coup, il est extrêmement compliqué de comprendre comment il est capable de chevaucher une fourmi volante. Remarquons aussi que si Ant-Man conserve sa masse en diminuant sa taille, sa masse volumique, sa masse divisée par son volume, doit augmenter considérablement. Ainsi, s'il passe d'une taille de l'ordre du mètre à une taille de l'ordre du millimètre, sa taille est divisée par un facteur 1000. Son volume, qui est une quantité à 3 dimensions d'espace, doit donc être divisé par 1000 au cube. 1000 fois 1000 fois 1000, 1 milliard. Et sa masse volumique doit donc être multipliée par 1 milliard. La masse volumique du corps humain normal, à la taille habituelle, est de l'ordre 1 gramme par centimètre cube, la masse volumique de l'eau, multipliée par 1 milliard, cela nous fait 1000 tonnes par centimètre cube. Et donc la densité d'Ant-Man, une fois qu'il est devenu tout petit, doit être en ordre de grandeur, de l'ordre de celle que l'on trouve dans des naines blanches, des étoiles qui résultent de l'évolution d'une étoile de type solaire et qui en fait est son cadavre. Pour conclure cette discussion, remarquons que l'on peut se poser encore de nombreuses questions sur les conséquences de la variation de la taille d'un être humain. Quand on devient plus petit,
comment varie la fréquence de la voix? Quand on devient plus petit, comment varient vos échanges de chaleur avec l'extérieur? Est-ce que vous avez plus chaud, plus froid? Êtes-vous capable encore de réguler votre température interne? Quand on devient plus petit, comment se passe la préhension des objets? Est-ce qu'on peut les manipuler de la même façon qu'on le fait dans le monde habituel? Êtes-vous capable de prendre un bain quand vous avez la taille d'une fourmi? Voilà, autant de questions tout à fait amusantes qui résultent de ce qu'on appelle en physique les lois d'échelle et qui permettent de conclure, à mon avis, qu'il est beaucoup plus sûr de rester à taille humaine.